À la une de l'actualité aujourd'hui, ces barrages qui ont compliqué la vie de milliers de Martiniquais. Pour la CSTM, il s'agissait de dénoncer le climat social tendu en ce moment, un mouvement condamné de tous bords, vous le verrez. Changement de couleur pour Only, l'opérateur deviendra SFR le 7 avril prochain. L'assurance d'une meilleure couverture réseau pour les clients, des clients qui ne devraient pas payer moins cher pour autant. 10 ans que la production dégringole, les ananas de Martinique ont la vie dure. Face à eux, notamment des produits importés. Pour contre-attaquer, les producteurs tentent la vente directe sur le marché agricole du Lorrain. Enfin, les vacances de Pâques sonnent le départ pour le camping. Chaque année, vous êtes nombreux à déménager en plein air pour quelques jours. Plus ou pas, les traditions du camping seront respectées cette année encore. Et notre invité, vous le voyez, sera Will Martial, le premier vice-président de l'Espoir cycliste du Cossais, avec qui nous parlerons du 30e trophée de la Caraïbe. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec la mobilisation de la CSTM qui a bloqué les accès à toutes les zones commerciales du Lamentin aujourd'hui. Toute la journée, les syndicalistes emmenés par Bertrand Cambusi ont tenu des barrages à l'entrée des zones industrielles de Californie, de la Lézarde et d'Acajou. Un mouvement très fort annoncé dès la semaine dernière et qui a débuté dès 4 heures ce matin. Objectif, dénoncer un climat social qui se dégrade chaque jour. Mais aujourd'hui, avec les clients qui font demi-tour face aux barrages et les salariés qui laissent leur voiture sur l'autoroute et viennent travailler à pied, c'est l'économie locale qui en a pris un coup. Le reportage de Guy Raphaël René. À l'instar de ces piétons qui vont au travail, nombreux sont les salariés de la zone de Californie à avoir abandonné leur véhicule en amont des barrages. Comme tout le monde, je n'ai pu y accéder en voiture, mais écoutez, il faut y aller à pied. Moi, j'en ai pour 10 minutes, donc c'est très inconfortable, mais que voulez-vous, on n'a pas le choix. C'est un petit peu difficile parce que, par exemple, ce matin, il n'y a pas de bus. Donc j'ai un fils sur le campus qui passe des partiels. Donc j'ai été obligée de l'emmener et puis maintenant je vais travailler. À pied. À pied, voilà. Ah, vous laissez pas passer les gens qui travaillent. Voilà, okay. Ah d'accord, c'est bien. Voilà. C'est bien, c'est bien. Des barrages filtrants que seuls quelques privilégiés ont réussi à franchir. Aussi bien les riverains que les camions qui livrent les urgences, tout ce qui est hôpitaux, et bien sûr les infirmiers. Donc on analyse la situation et vous voyez encore effectivement une bonne partie de la population nous soutient, donc cette zone-là, pour montrer effectivement qu'on n'est pas là pour vous voir casser. Donc vous voyez à l'instant là, c'est une riveraine qui va passer, la presse aussi est libre de passer. Pour les commerçants qui attendent désespérément les clients, c'est une journée de perdu, avec un impact non négligeable sur leur chiffre d'affaires. Sincèrement, je regrette d'avoir ouvert aujourd'hui parce que si nous étions vraiment informés qu'il y avait tous ces barrages, afin d'éviter les grosses pertes, on aurait fermé la journée, la boutique pour la journée. Aucune faveur non plus pour les entreprises de la zone des Mangles d'Acajou où plusieurs barrages ont été érigés. Du coup, les magasins sont vides. Ici, quelques vendeurs ont réussi à atteindre leur lieu de travail, mais là encore, la clientèle n'est pas au rendez-vous. Les personnes sont obligées en fait de se garer au niveau des ronds-points ou du pont de la Galeria et de faire le trajet à pied en fait. Donc ce qui réduit considérablement l'activité de tous les commerces qui se trouvent dans la zone. C'est les vacances scolaires, donc pour le moment, voilà quoi, nous sommes en difficulté. Je viens de sortir dans mon bureau pour descendre sur la surface. C'est parce que j'ai vu que mon chiffre d'affaires n'a pas décollé. Et c'est pourquoi vous me trouvez là maintenant en train de parler. Mais c'est un peu dommage pour leurs commerçants martiniques. Certains commerçants regrettent d'avoir ouvert leurs portes aujourd'hui et ont préféré renvoyer certains de leurs salariés chez eux pour la journée. D'autres prévoient de fermer plus tôt que d'habitude. Et la situation a été largement condamnée, notamment par le MEDEF. Le président Philippe Joc dénonce la prise en otage des entreprises martiniquaises. Écoutez-le, interrogé par Guy Raphaël René. Cette grève générale nous pose un problème parce que, une fois de plus, le syndicat CSTM bloque l'accès des zones industrielles et commerciales pour des sujets qui ne concernent pas directement les chefs d'entreprise. Et donc nous regrettons vraiment que le dialogue social ne puisse s'instaurer dans des conditions satisfaisantes. On avait entendu parler d'une grève générale, on imaginait qu'il y avait des défilés dans Fort-de-France. En réalité, tout le monde a été surpris par cette forme. On a du mal à comprendre la stratégie de la CSTM et de son leader en particulier, puisque sur tous les conflits en présence, on lui a proposé des médiations. Je l'ai personnellement rencontré en fin de semaine dernière. D'autres l'ont rencontré, il y a eu des discussions à la DIECT.
et on n'arrive pas à percevoir sa stratégie. Et donc c'est difficile d'avoir une solution à proposer à quelqu'un qui manifestement ne sait pas toujours dans quelle direction il va et quel but rechercher. J'ai aussi contacté la préfecture ce matin pour savoir quelles dispositions pouvaient être prises et quelles dispositions allaient être prises. Et je dois dire que le fait qu'il y avait des médiations en cours ou programmées cet après-midi permettent d'expliquer qu'on est un peu attendu. Autre réaction à noter, celle de la Chambre de commerce et également dans les sphères politiques, celle de Yann Monplaisir qui juge la méthode de la CSTM disproportionnée en ces temps de crise. L'UMP, par la voix de Joanne Godou, a même ironisé, invitant le secrétaire général de la CSTM, Bertrand Cambuzy, à créer et gérer des entreprises au lieu, je cite, d'en faire fermer, ajoutant que la population martiniquaise n'est pas un jouet. En tout cas, pour les équipes de la CSTM, ce blocage a commencé aux aurores et c'est un coup de maître. Un succès dont se félicite Bertrand Cambuzy. Écoutez-le. Nous n'avons pas appelé les autres syndicats, nous avons appelé simplement nos adhérents et nos syndicats affiliés. Donc par conséquent, tous nos adhérents, soit ils sont sur les barrages, soit ils sont à l'intérieur des entreprises. Bien entendu, on fera un point complet là-dessus ce soir, mais nous pouvons déjà dire que les camarades ont répondu présents à la mobilisation. C'est une grève générale. Vous avez bien vu que sur tous les points d'accès maintenant aux zones, eh bien, ça a été bien suivi et nous disons que nous avons raison parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une situation sociale intenable. Et nous avons affaire à une coalition État, politique, judiciaire et le patronat. Donc il fallait marquer le coup, il fallait leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent justement cette attaque portée successivement et de façon continue aux travailleurs. Et les travailleurs, justement, nombreux sont ceux qui ont galéré aujourd'hui. Au-delà des zones industrielles, la CSTM a bloqué le réseau Mosaïque. Aucun bus n'a donc pu circuler, ni à Fort-de-France, ni au Lamentin, ni à Saint-Joseph, ni même à Schœlcher. Impossible de quitter leur dépôt entravé par un barrage. Conséquence, forcément, des dizaines de milliers de voyageurs à pied. Hélène Renaud. Aujourd'hui, aucun bus à l'horizon. Depuis ce matin, le service n'est pas assuré, à la grande surprise des usagers comme Jean-Robert, qui prend normalement ce transport tous les jours. Franchement, là, tous les jours on grève, on achète les tickets, mais c'est pour rien, parce que là, je suis pressé là, je viens d'être à 12h30 et je suis là, j'attends le bus, il y a des grèves et c'est pas ma faute qu'il y a des grèves. J'ai un souci dans mon pied, je dois monter jusqu'à Schœlcher à pied. C'est donc l'heure de la débrouille pour la dizaine de milliers d'usagers comme Dominique, venue en stop à Fort-de-France et obligée de rentrer à pied chez elle à une trentaine de minutes du centre-ville. On se sent un peu démunis quand même, on a le seul moyen de locomotion que l'on a, donc on n'a pas d'autre moyen de se déplacer, donc on se sent complètement bloqué. Bloqué comme la soixantaine de bus cloués au sol au dépôt central. Les 172 conducteurs prennent leur mal en patience, des palettes installées par les grévistes empêchent toute sortie depuis 4h30 du matin. La direction de la CFTU, transporteur principal de la communauté d'agglomération du centre de l'île, se sent prise au piège. En toile de fond, le conflit à la Sotravom, société co-traitante de la CACEM. Je trouve que c'est particulièrement scandaleux parce que l'on prend en otage toute la population. On prend toutes les entreprises en otage, on prend la population en otage pour servir des intérêts particuliers dont je ne comprends pas très bien la finalité. Côté gréviste, le message est clair, le blocage continuera tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction. Nous sommes en grève par rapport à 2 collègues qu'on a licenciés à la SAS Sotravom. Donc il y a eu des réunions avec la CFTU, il y a eu des réunions avec la CACEM et il n'en est rien sorti. Il est clair que là-dessus, on ne va pas lâcher. Le droit de grève existe. Voilà. Donc de toute façon, la grève est faite pour gêner. Dans ce bras de fer, la CACEM tente de jouer les médiateurs. La collectivité a organisé une réunion entre les parties concernées cet après-midi. La délégation de la CSTM était bien présente, mais pas la direction de la Sotravom après l'échec de la première rencontre. À l'issue de la réunion, les grévistes ont accepté le principe d'une médiation. Quant au blocage, une assemblée générale de la CSTM se tient en ce moment pour savoir s'ils seront reconduits ou non.
Fini Only, place maintenant à SFR. C'est une petite révolution dans le monde de la téléphonie mobile. Dès le 7 avril prochain, SFR sera actif en Martinique et en Guadeloupe, en lieu et place de l'actuel opérateur Only. Une opération signée Altice après avoir racheté Outre-mer Télécom en juin 2013. Le groupe a récupéré Numéricable SFR l'an dernier. Des transactions dont l'objectif est clair, devenir le leader français du très haut débit Internet et du mobile. Pour les clients d'Only, le changement de nom n'a qu'un avantage, une meilleure couverture réseau. Les forfaits, quant à eux, resteront au même prix, mais devraient englober plus de possibilités. Écoutez les précisions de la directrice de communication du groupe Numéricable SFR. Elle répond à Hélène Renaud. Des améliorations réseau significatives peuvent être perçues. Nous travaillons activement au déploiement de la 4G. Concernant les offres que nous allons proposer aux clients, nous annonçons l'arrivée du 100 mégas aux Antilles avec la fibre et également au niveau des offres mobiles. Aujourd'hui, on propose de garder le même niveau tarifaire, mais avec un contenu enrichi, tant au niveau de l'illimité voix que de la data qui est proposée dans les forfaits mobiles. Géographiquement, nous ne sommes pas sur l'Hexagone, nous sommes à 8000 km. Vous savez qu'il y a des problématiques de câbles sous-marins pour acheminer les débits, donc nous ne pouvons pas avoir les mêmes tarifs qu'en métropole. Néanmoins, nous avons déjà des tarifs qui sont pratiquement moitié moins chers que ceux de la concurrence. Puisqu'on parle de tarifs, notez en bref les prix des carburants qui ont été publiés ce soir. On note une forte augmentation du super samplon, plus 8 centimes. Il passe ainsi d'1,35 € à 1,43 € le litre. Le gazole prend 1 cent de plus, arrivant donc à 1,14 € le litre. La bouteille de gaz est la seule bonne nouvelle du jour, puisqu'elle baisse de 0,04 centimes, tombant ainsi à 19,98 € contre 20,02 € le mois dernier. Partons maintenant au Lorrain, où l'une des cultures les plus prisées est en péril. L'ananas connaît non seulement une lourde concurrence des produits importés, mais il fait aussi les frais d'une interdiction de traitement aux produits phytosanitaires. Résultat, depuis 10 ans, le marché local d'ananas rétrécit. Pour s'en sortir, les producteurs rassemblés en coopérative contournent le processus habituel et vendent directement aux consommateurs. Exemple ce matin au marché du Lorrain avec Louis Sabas. Voici le produit roi de ce marché agricole. Plus de 3 tonnes d'ananas y sont en vente, pour le plus grand bonheur d'une clientèle qui repart les bras chargés du fruit, visiblement très apprécié et très recherché. J'essaye de le consommer de façon régulière. Je consomme de l'ananas, que ça fait maigrir, ça va me tenir un petit peu en forme. Avant, on trouvait beaucoup d'ananas, maintenant on n'en trouve plus d'ananas local, c'est pas facile de trouver. De plus en plus compliqué de trouver de l'ananas local et pour cause, la production est en diminution. Dans cette exploitation, on est passé de 120 000 à 80 000 plants par hectare en moins de 10 ans, la faute aux normes environnementales qui interdisent l'utilisation de produits phytosanitaires qui protégeaient les cultures. Assaillis par les parasites, de nombreux plants développent le virus du wilt qui empêche la croissance du fruit et déforme les feuilles. J'estime mes pertes à cause de cette maladie aux alentours de 50%. Et tout ça, c'est dû à la réduction des produits phytosanitaires, au grenelle de l'environnement. Je conçois que c'est pour le bien de tout le monde, mais les producteurs, ils ont du mal en fait à suivre l'évolution des normes et à toujours garder les mêmes rendements. La diminution de la production laisse le champ libre à la concurrence étrangère. La société coopérative des producteurs d'ananas de la Martinique estime que chaque année, ce sont entre 1000 et 1200 tonnes d'ananas qui sont importées du Costa Rica et de Panama principalement. Des fruits qui seraient librement traités dans leur pays et vendus en Martinique. Une injustice pour les agriculteurs de l'île. Les pays importateurs utilisent des produits phytosanitaires. Alors nous, les producteurs, on ne comprend rien. On ne comprend rien, on est abasourdis, puisque aujourd'hui, on regarde, on est impuissant devant nos parcelles quand ils sont malades, alors qu'on peut faire de l'ananas. Nous savons faire de l'ananas, mais on n'a pas les moyens de faire de l'ananas. Il y a 10 ans, 10 000 ananas sortaient de terre chaque année. Aujourd'hui, la production martiniquaise est tombée à moins de 500 tonnes par an. Les producteurs espèrent maintenant une réelle réponse politique à leurs problèmes pour la survie de tout un secteur. Un petit boulot pour les vacances, c'est ce que permettent de trouver les rencontres Job Vacances. Ce matin, la 3e édition s'est tenue au Gros Morne. Dès 9 h, de nombreux jeunes ont répondu à l'appel de la mission locale Nord pour rencontrer une vingtaine d'entreprises. 350 candidats ont été reçus. Des entretiens pas toujours prometteurs, mais qui ont vu le succès d'une filière auprès des jeunes, celle de l'agriculture. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Céline Chalonneau.
Ça a intérêt d'exister parce qu'il y aura toujours des jeunes pour chercher du travail pendant les vacances. Ils ne veulent pas rester à la maison à ne rien faire. Donc du coup, on cherche un petit job pour se débrouiller, pour que pendant les vacances, on puisse avoir un petit quelque chose pour survivre quand même. On est jeunes, on aime sortir. En regardant le tableau des choix qui étaient proposés, j'ai eu que 2 solutions. Malheureusement pour moi, ces personnes n'étaient pas là. Donc non, pas satisfaite de la journée. Et à mon goût, c'était mal organisé aussi parce qu'il fallait faire une longue queue pour attendre. Trop d'attentes, il y a trop de personnes aussi. Ce matin, nous avons plus de 350 jeunes qui ont fait le déplacement, qui sont venus, qui étaient très contents de rencontrer les chefs d'entreprise, très contents de partager et de montrer qu'ils avaient du savoir-faire, qu'ils avaient du savoir-être, qu'ils avaient des compétences à mettre à disposition de ces employeurs. Et je crois que ça a été vraiment un très très grand succès pour nos jeunes et un succès pour ces jeunes du Nord parce que souvent ils sont très éloignés des centres commerciaux, très éloignés des centres stratégiques économiques. Donc l'entreprise nous demande un jeune pour les vacances. On accepte de le faire, tout en sachant que si le jeune a des compétences, s'il génère son salaire et s'il montre de réelles aptitudes, en général, le chef d'entreprise se sépare rarement, difficilement d'un jeune qui a de bons comportements et qui est très bien. C'est très rare. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on découvrira une machine qui promet de nous débarrasser des sargasses. Elle a été dévoilée aujourd'hui à Sainte-Luce. Et puis nous irons ensuite à Fort-de-France où Hubert Bornil a testé pour nous le cyclocom, une sorte de pousse-pousse moderne. Mais avant, parlons de l'événement sportif de ce week-end, le Trophée de la Caraïbe. Du 2 au 5 avril, toute la ville de Ducos sera mobilisée pour recevoir une centaine de coureurs. Un rendez-vous dont on parle avec notre invité. Bonsoir Will Martial. Bonsoir Madame Arceau. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes le premier vice-président de l'Espoir cycliste Ducosais. Ce sera la 30e édition de ce Trophée de la Caraïbe. Bel âge quand même. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cet anniversaire-là? Eh bien, écoutez, pour l'anniversaire des 30 années du Trophée de la Caraïbe, c'est vrai que nous avons prévu pas mal de choses, pas mal d'animations et surtout une nouveauté au niveau des différentes étapes. Voilà, je pense que ce sera une belle manifestation. Il y aura notamment un contre-la-montre, c'est ça, en dernière étape, c'est ça la petite en la effet, petite le contre-la-montre, c'est vraiment la nouveauté du trophée de la Caraïbe. C'est vrai que nous avons créé la surprise, je dis bien la surprise, dans la mesure que la dernière étape se termine par un contre-la-montre qui partira de la commune de Rivière-Pilote en passant par Macapron. Macapron, ben, ça fait partie, c'est un passage très difficile. Ouais. Alors, au lieu de retourner sur Rivière-Pilote comme ils font sur une des étapes du Tour cycliste de la Martinique, eh ben, on prendra directement la direction de la commune de Ducos, en traversant bien sûr la RN5. Alors, il y a énormément de coureurs qui vont y participer à cette course. Il y a aussi plein de nationalités différentes. Et cette année, vous avez peut-être des nouvelles nationalités qui vont y participer? Alors, effectivement, venant de la métropole, nous avons quand même 2 équipes. Ce sont des habitués. C'est l'équipe de Vivonne et l'équipe de Puto. Nous avons la chance quand même cette année d'avoir l'équipe de Porto Rico et surtout les USA. Alors là, je crois que c'est aussi une nouveauté. Et je pense, nous avons un peloton martiniquais, nous avons l'intention, nous avons un gros peloton, on a prévu plus de 120 coureurs sur nos routes. Ah, quand même, hein. Oui, ça va faire une sacrée mobilisation pour Ducos, puisque c'est autour de cette ville finalement que tourne toute l'activité de ce Trophée de la Caraïbe. Comment ils réagissent les gens à Ducos? Comment réagit la population, les commerçants? Est-ce que ça leur apporte quelque chose? Eh bien, c'est vrai, le Trophée de la Caraïbe, comme je vous ai dit, hein, ça existe depuis belle lurette, ce qui fait que les commerçants se préparent 2-3 mois à l'avance, dans la mesure où ils savent très bien au niveau intérêt, ça peut que marcher. Ce qui fait que, puis sachez très bien que Ducos est une ville où on a découvert pas mal de champions cyclistes, ce qui fait que je crois que c'est doux et l'ambiance. C'est ce qui permet effectivement aux gens de ne pas rester chez eux. Il y a une vraie attente de ce Trophée de la Caraïbe. D'ailleurs, on note au passage que la circulation sera modifiée comme le stationnement. Alors, 30 ans, je le disais, quel bilan vous dressez de cette course? Est-ce que finalement, elle répond aujourd'hui à son nom, qui est le Trophée de la Caraïbe? Alors, est-ce qu'elle a un rayonnement caribéen? Alors, voilà, 30 ans, le Trophée de la Caraïbe, c'est vrai, ça porte son nom, Trophée de la Caraïbe. C'est vrai que cette année, comme vous avez dû remarquer, on n'avait pas beaucoup d'équipes de la Caraïbe. Bon, mais parce qu'il y a eu un souci de dernière minute, mais enfin, ça reste sous la lignée de voir les choses. Et
on resterait dans cette alignée, trophée de la Caraïbe. Mais ça marche dans la Caraïbe, c'est connu ce trophée Bien sûr, vous savez, le trophée de la Caraïbe, pour tout vous dire, vous n'allez pas me poser la question maintenant, je vais vous répondre. C'est vrai que le trophée de la Caraïbe, qu'on veuille ou pas, c'est une préparation avant le départ du Tour cycliste de la Martinique. Alors, ce qui fait que la plupart des coureurs, ils tiennent absolument à rester en selle, à y participer. Ça sert d'entraînement et ça sert de préparation surtout. On suivra tout ça de très près. Merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Marceau. Merci de nous avoir invités. Et je tiens à vous signaler aussi, entre parenthèses, c'est vrai que ATV, c'est aussi un des partenaires du Trophée de la Caraïbe. C'est vrai. Voilà. Avec plaisir d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci, donc, je rappelle le Trophée de la Caraïbe qui aura donc lieu du 2 au 5 avril. Merci encore. Merci. Allez, un petit tour maintenant, en vélo ou pas d'ailleurs, comme vous voulez, en plein air. Les vacances de Pâques sont toujours l'occasion pour les familles martiniquaises d'aller camper. Eh bien, cette année, l'attente risque d'être sous la pluie, mais pas de quoi décourager pour autant les inconditionnels du camping. Les vacances se feront au bord de la mer, quoi qu'il arrive, et coûte que coûte. Julien Goudichaud. L'heure est à la détente. À 2 pas de la mer se trouve un hôtel particulier tout confort. Josiane est venue passer quelques jours au bord de l'eau, accompagnée de 2 jeunes garçons. En venant ici, on a tout. On a la sécurité, on a l'eau, on a tout le confort qu'on a, même si on est dans un camping. Et puis c'est bien, on est bien accueillis et tout. Là, il y a ces 2 places. Là, il y a 2 places encore et puis il y a une place là. On peut le louer pour à partir de 3-4 personnes jusqu'à 6-7 personnes, on peut le louer. Cuisine, chambre d'amis et rangement pour environ 600 € la semaine. Comme le disent Julien et Samuel, ici... C'est comme une petite maison. Comme une petite maison à louer, quoi. Les enfants, vous venez, on va commencer à manger là. À quelques mètres de l'habitation de Josiane, Anthony, Jonathan et Livio sont en pleine partie de domino. Les 3 jeunes sont venus décompresser avant leur examen. Pour moins de 15 € la nuit à 4, leur maison est plus rustique, mais cela n'entame en rien leur enthousiasme. On est là toujours pour décompresser, comme je vous ai dit. La fraîcheur, près de la plage, bon, quand on a un petit moment, on va prendre des petits bains de minuit, des trucs comme ça. On s'amuse, c'est les vacances. C'est rock. C'est là où, pendant les 2 semaines, je dormirai. Ouais. Mon petit oreiller, mon drap, tranquillement. Il fait frais, il fait bon. Pas même besoin de couverture, rien du tout, c'est bon. Changement de décor. Cette fois-ci, c'est quasiment les pieds dans l'eau que l'on retrouve le campement. Un bivouac qui n'a rien à envier au camping traditionnel. Tente tout confort et même groupe électrogène pour alimenter un réfrigérateur. Cela fait plus de 10 années que ses amis pratiquent le camping sauvage. Une tradition pour ces amoureux de la nature. On est martiniquais, donc il vaut mieux acheter des courses. Comme ça, on est là, on a notre tente, on a notre hamac, que payer encore comme si on va à l'hôtel. Et c'est très agréable d'être dans un lieu sain et propre. Tu peux plus voir les animaux, surtout les tortues luttes. Parce que là-bas, c'est plus bruyant, il y a plus de personnes. Ni le manque de sécurité, ni le temps pluvieux de ces jours-ci n'effraient ces passionnés. La pluie, ça fait partie de la nature, donc la pluie, le soleil, voilà, on profite des deux. Hein. On est obligé de faire notre sécurité nous-mêmes, parce qu'il y a des gens qui passent, vous savez, le soir, quand tout est gris, les chats sont gris. À chacun ses vacances, à chacun son camping. La beauté de la nature se charge du reste. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Sainte-Luce, où Richard Jean-Marie présentait ce matin sa solution anti-sargasse, une machine ramasseuse d'algues qu'il a inventée et dont il a fabriqué une maquette. Julien Goudichaud est allé la découvrir. Regardez. Vous le vouliez, vous l'attendiez, le voici. Sargassor. Un appareil entièrement robotisé capable de ramasser les sargasses aussi bien en mer que sur terre. La machine est censée filtrer le sable et les poissons. La construction finale devrait être 3 fois plus grande que la maquette présentée ce matin. À l'origine de l'invention, un véritable géo trouve tout. Ancien comptable, Richard Jean-Marie a de la suite dans les idées. C'est-à-dire c'est la technique du tapis roulant. Le tapis roulant avec des pennes surtout. Et après décharger sur un deuxième tapis qui va ensuite remplir des chariots pour pouvoir évacuer les algues. C'est la solution. Maintenant, si vous regardez dans les champs de canne, il n'y a plus personne qui coupe les cannes. C'est une machine qui coupe les cannes. C'est une machine, par exemple, qui fait les terrassements. Tout est fait par des machines maintenant. Donc, pour nettoyer les algues sargasses, ce sera pareil. Débalancer sur le tapis. Ensuite, l'autre tapis. Hop, dans le bac. Et ensuite, collecter et stocker. Le système semble fiable et l'assemblée plutôt séduite par la démonstration.
Écologique et efficace, la machine pourrait bien un jour remplacer l'homme pour cette tâche souvent harassante. Ça peut trier et ça peut faire en sorte qu'on peut l'utiliser pour du compostage, on peut l'utiliser au niveau des agriculteurs, il n'y aura pas de sable dedans. Reste à savoir la lourdeur des bacs et le tapis, comment procéder, il faut attendre pour voir. Mais je pense que ça sera une bonne chose. Nous sommes partis preneurs de la chose, de cette invention. Ce serait là la solution. Mais sans les moyens mécaniques, on est obligé de faire avec les hommes. On est obligé de faire avec les hommes. En attendant, il faut, comme on dit, il faut préconiser, il faut chercher. Richard a même déjà pensé au recyclage de l'algue. Voici une autre de ses inventions, une dalle fabriquée à base de ciment et de sargasse. L'inventeur local sait convaincre. Les municipalités pourraient être intéressées par son produit, même s'il nécessiterait quelques améliorations. C'est une très bonne base de travail qu'il mérite de finaliser par rapport aux autres projets, puisqu'il existe sûrement des machines dans le monde, et voir ce qu'on peut porter en plus, en tenant compte surtout de notre pays, de nos plages qui sont plus petites, de notre mer qui peut changer. Je crois qu'il faut tenir compte de tout cela, et c'est à partir de cela que cette machine pourra avoir un succès à ce niveau-là, et peut-être même être vendue à l'extérieur. Reste la question des investisseurs, mais quand on lui demande le coût potentiel de la machine, notre inventeur reste très évasif. Et notez, puisqu'on parle de sargasse, que de nouvelles mesures d'hydrogène sulfuré ont été réalisées par l'Agence régionale de santé. Des pics ont été relevés à la baie des Mulets au Vauclin, à Dostali, Frégate et Presqu'île au François, ainsi qu'à Sable-Blanc, Four-à-Chaud et Pontaléry au Robert. Il est donc recommandé de s'éloigner de ces zones quand elles sont bien évidemment concernées. Attention aux coupures d'électricité demain de 8h30 à 13h30. C'est au Robert que l'alimentation sera interrompue. Seront impactés les quartiers Augrain, Pontaléry, Pontaléry 1 ainsi que le lotissement Bonnaire. Enfin, pour que l'actualité pratique soit complète, jetons un œil comme tous les jours sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Galeria de 9h à 14h. Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. Direction maintenant le centre-ville de Fort-de-France où Hubert Bornil s'est embarqué dans une sorte de pousse-pousse, une carriole tirée par un vélo et qui permet de visiter la ville capitale ou de se déplacer de manière écologique et surtout très sympathique. Ce nouveau petit réseau a été mis en place par l'entreprise Cyclocom, une jeune société qui séduit de plus en plus. Regardez. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir Cyclocom, comme vous le voyez, des véhicules électriques qui peuvent permettre aux touristes et puis aux gens du pays de découvrir Fort-de-France. On regarde le concept, comment ça fonctionne. Notre prochain point, ce sera le front de mer de Fort-de-France. Visiter le cœur foyal à bicyclette, c'est plutôt risqué, me direz-vous. Mais en tricycle électrique, de surcroît en compagnie d'un guide touristique, l'aventure prend une toute autre dimension. Alors ici, on est arrivé à un autre point. Donc ici, c'est le grand marché, c'est le marché touristique. Alors tout ce qui est local, des fruits locaux, des fleurs... Voilà à quoi ressemble donc Cyclocom, lancé depuis juillet dernier par deux jeunes Martiniquais. On avait déjà vu la balade à cheval, place maintenant au tricycle électrique. En fait, on a voulu développer un nouveau système de transport de proximité pour découvrir Fort-de-France autrement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place avec l'Office de tourisme un parcours balisé grâce à des audioguides en fait, pour nous permettre en fait, de découvrir Fort-de-France sous d'autres aspects. Il y a 14 monuments à l'intérieur. Une présence très remarquée, en tout cas le concept semble avoir déjà conquis la clientèle touristique. Aussi, les 3 véhicules composant le parc sont très sollicités. Cependant, les locaux aussi y ont droit. C'est très agréable. J'ai découvert le marché de Fort-de-France, qui est très grand. Les saveurs sont excellentes. Et la bibliothèque aussi, elle est magnifique. Et c'est parti pour une visite de monuments et édifices entrant dans le patrimoine foyalais. Le Fort Saint-Louis, le théâtre Aimé Césaire ou encore la bibliothèque Schellcher. Non, espagnol solo. Oh, my Spanish is not so good, but I can try, you know.
pas de travail, j'en ai profité pour faire un peu de tourisme dans Fort-de-France avec un véhicule propre. Ça m'a permis d'avoir une autre vision des choses, notamment d'un point de vue patrimoine. Chauffeur, on y va encore, point bout. Guy Thubert, vous n'en profiteriez pas un peu? C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.